Donc merci à toi d'être là avec nous et de représenter la métropole de Toulouse. On va y revenir. Merci à Convertigo, à Olivier aussi. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Merci Alain. Je vais vous remettre un petit peu en perspective donc, le but, je dirais, de ce webinaire, donc low-code et IA souveraine, les nouveaux impératifs du secteur public. Je vais remettre ça en perspective par rapport aux travaux d'Alliancy autour de la souveraineté, de la maîtrise des dépendances. Et on essaye effectivement de traiter différents aspects de ce vaste sujet autour de webinaires orientés terrain et retour d'expérience. C'est donc voilà le but et l'objectif du jour. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre toutes vos remarques qu'elles concernent ou vos questions qu'elles concernent. Et si vous avez un problème technique ou si un problème technique côté son ou image, n'hésitez pas aussi à nous l'indiquer. Donc moi, je suis Alan Quadri, directeur conseil chez Alliancy. Donc notamment, je m'occupe de ce qu'on appelle nos do tanks. Ce sont des programmes multi-acteurs. On essaye de réfléchir à des sujets en impliquant l'ensemble d'une chaîne de valeur. L'idée, c'est de trouver des solutions. Je vais vous raconter un petit peu plus. On a, dans un premier temps, beaucoup travaillé sur identifier un petit peu là où on en était en termes de maîtrise des dépendances, de souveraineté numérique l'année dernière. Et puis cette année, on a un focus plus important sur finalement quelles sont les solutions alternatives, comment on peut valoriser ça et comment on peut travailler des feuilles de route aussi de maîtrise de ces dépendances. Donc c'est dans ce cadre que Jérôme, dans un deuxième temps, nous présentera à la façon service la métropole et puis le projet qui a été mené avec Convertigo. Alliancy, très rapidement, donc peut-être que vous le connaissez par le média, c'est peut-être la porte d'entrée pour la plupart d'entre vous. Alliancy, depuis plus de 10 ans maintenant, décrypte le numérique pour ceux qui le font, qui se transforment. En tout cas, c'était l'objectif de base avec un prisme important sur les retours d'expérience. Effectivement, cet article qui était paru il y a déjà quelques temps, voilà, sur les bonnes raisons de quitter Microsoft et les mauvaises de ne pas le faire. Évidemment, on s'inscrit dans un chemin plus long. Vous l'avez sans doute vécu pour ceux qui sont DSI, ou en tout cas qui viennent de l'IT, tout ce qui est vendor locking, augmentation du prix des licences, et puis maintenant, obligation de passer au perpétuel, au modèle par abonnement. Donc voilà, tout ça s'inscrit sur un temps long. Pour la petite anecdote, Alliancy avait pour client principal il y a encore quelques années VMware, et aujourd'hui c'est 0% de notre chiffre d'affaires. Donc on voit, voilà, c'est anecdotique, mais ça en dit long sur notre chemin à nous aussi, même si on n'est pas anti-américain, c'est pas le sujet, mais le sujet c'est bien de se dire voilà, comment on peut maîtriser ces dépendances. Et puis d'un autre côté, on a plein de chouettes solutions, qu'elles soient françaises ou européennes, et donc comment on peut aussi les valoriser, les mettre en avant. Alliancy, au-delà de ça, on éclaire le marché autour du média, mais aussi autour de nos cercles, notamment le do tank. Le do tank, pour faire très simple, c'est pas un think tank qu'on va penser, et on va plutôt faire ensemble. Donc l'idée, c'est de provoquer le passage à l'action. On était parti d'un point de départ, et de se dire les DSI ont besoin d'alternatives, mais comment on met ça en place, comment on a des plans B, comment on se prépare. Et on est plutôt là aujourd'hui sur un sujet de feuilles de route, comment on les construit. On a construit tout un tas d'assets. Désolé, j'ai un petit truc qui a bougé. C'est des choix de PowerPoint, mais je vais vous le lire. On a, voilà, en intelligence collective, essayé de construire des assets. Et donc, on a un groupe qui travaille à la fois sur une cartographie, un panorama, et puis avec différents collèges. Donc, on travaille avec un collège plutôt d'éditeurs ou de fournisseurs de solutions, et puis un collège d'utilisateurs. Et notre objectif, c'est vraiment d'outiller les DSI pour concevoir et mettre en œuvre des trajectoires de transformation souveraine. Alors quand on est parti au tout début sur la première saison, effectivement, voilà les mots qui ressortaient, les besoins d'interopérabilité, l'open source, évidemment, les communs numériques de manière plus générale, les questions de régulation, aussi de cybersécurité, etc. Donc vous le savez, un sujet très large. Donc nous, on l'avait traité, on va dire, de manière peut-être un petit peu plus large. L'année dernière, on avait fait l'état des lieux, et ce qui nous a permis d'avoir à la fois des outils, des assets, notamment des grilles de maturité pour s'auto-évaluer, des critères d'achat et de l'aide à la décision. C'est un petit peu ce qu'on essaye de produire et d'amener au marché, puis aussi des retours d'expérience et du terrain. Ici, vous voyez une photo de la restitution qu'on avait fait le 13 novembre dernier au campus cyber à Paris.
Et donc, un de nos points de départ, c'était déjà de définir ce qu'étaient les dépendances technologiques. Et donc, nous, on avait défini tel quel, c'est une définition qui est assez partagée aujourd'hui, mais la dépense technologique est critique lorsqu'on se retrouve dans une situation de risque subi où une organisation perd la maîtrise de ses choix technologiques, financiers ou opérationnels vis-à-vis d'un fournisseur, d'une solution ou d'un écosystème. 4 piliers de notre démarche, je vous l'ai dit, donc c'est de sensibiliser et d'éclairer le marché. C'est de planifier aussi, parce que c'est quelque chose qui se pense, mais voilà, d'où est-ce que je pars, avec quels outils, comment je le fais. C'est pas forcément des choses simples, et puis ça se fait pas du jour au lendemain. Comment j'intègre des solutions, et puis comment on accompagne tout ça, notamment le changement, notamment la mise en place d'un projet, et c'est ce qu'on va regarder avec plus de détails aujourd'hui. Modèle de maturité, voilà, où on peut partir du niveau 0, où on subit complètement le risque, et puis l'idée, en mettant en place les bons outils et en se faisant accompagner correctement, c'est ensuite d'arriver à un niveau d'autonomie, en tout cas de maîtriser ces dépendances autant que possible. L'idée n'étant pas d'enlever forcément tous les grands éditeurs américains. On n'est pas anti, mais effectivement, avoir tous ces œufs dans le même panier, on le voit, c'est pas sain, notamment en termes de pouvoir de négociation, par exemple. Et puis aussi, on a un contexte géopolitique qui est le nôtre. On y reviendra peut-être un petit peu dans notre conversation, en tout cas qui accélère un mouvement global. Et puis voilà un peu les 10 commandements sur lesquels aussi on avait atterri lors de la fin de notre première phase. Voilà, donc déjà de mesurer le risque, de convaincre en interne, notamment son COMEX, et pas que, aussi ses équipes. Un budget à sanctuariser éventuellement si on y arrive. Un plan B, avoir des plans B, voilà, gérer ses appels d'offres, gérer aussi voilà, tout l'aspect d'achat, et puis de contribuer au commun, etc. Donc on avait un peu les 10 commandements de la maîtrise des dépendances. Et on travaille, donc, comme je vous le disais, cette année, notamment avec Convertigo, un de nos partenaires présents aujourd'hui, sur un niveau plus concret, en tout cas de feuille de route, comment on l'a construit, avec quels outils, et à plusieurs niveaux. Le niveau du COMEX et de l'organisation, en tout cas des décideurs, le niveau des achats, et puis le niveau de l'IT, évidemment. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense que ça vous a permis de voir un petit peu, je vais passer assez vite, mais voilà, l'idée c'est de valoriser de ce qui se fait et de venir avec du terrain. Donc n'hésitez pas, on vous remettra le lien, un petit décalage, mais là je vous montre notre executive summary de l'année dernière qui vous donne voilà, un résumé de tout ce qu'on a pu produire. Et puis cette année, comme je vous l'ai dit, on est aussi en train de produire une forme de commun avec notre doutank et les membres de notre doutank et qui sera publié en cours d'année. Voilà, si vous voulez avoir accès à ces assets, là c'est un executive summary, on a beaucoup plus de choses, de rapports, des outils, et l'idée pour nous c'est de venir voilà, vous accompagner avec aussi, ça je ne l'ai pas dit en préambule, mais au sein d'Alliancy, les bons experts, souvent des anciens DSI, voilà, capables d'accompagner aussi cette réflexion et l'appropriation de ces assets. Voilà, on va passer dans le cœur du sujet. Olivier, j'ai présenté un petit peu la démarche, peut-être juste en préambule qu'on comprenne ce qui est Convertigo. C'est quoi un peu pour toi les enjeux du low-code, de l'open source? On a dit beaucoup de choses, tout se croise peut-être. Comment tu vois toi ces enjeux et de l'IA aussi dans le cadre de la maîtrise des dépendances voilà, techno? Bon, donc c'est vraiment assez commun de dire que les dépendances, c'est un vrai souci d'aujourd'hui. Donc voilà, et donc maîtriser en fait sa trajectoire donc de production d'applications est un vrai problème aujourd'hui là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on doit dépendre de toutes les technologies, disons, peut-être américaines ou même GAFAM, ou est-ce qu'on peut trouver des alternatives européennes? Donc ça, c'est vraiment la question sur laquelle on se pose aujourd'hui, et c'est en plus connexe à quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui, bien sûr, l'IA, l'AI pour les anglo-saxons. Alors on a quand même des atouts, notamment sur l'IA, bien sûr, on le sait très bien. Bon voilà, il y a quelques champions, européens, même français, donc ça c'est très bien. Tout à fait. Sur la production d'applications, il y a aussi des champions. Voilà, ils sont peut-être un peu moins connus, ils sont peut-être un peu voilà, mais il y a des champions aujourd'hui. Et donc nous avons toute la capacité aujourd'hui de pouvoir, offrir des alternatives tout à fait crédibles à pas mal de plateformes, disons, outre-Atlantique, et c'est ça qu'on voit nous là-dessus. Alors nous, Convertigo, nous sommes un des acteurs du low code, no code depuis, pas mal d'années en fait. On a commencé en 2013.
Nos plateformes sont aujourd'hui diffusées, en France, en Europe, sur pas mal de pays européens. On a même été diffusés pas mal aux États-Unis à un certain moment, mais nous avons arrêté, et vous doutez pourquoi. Voilà, donc c'est bien sûr qu'on n'a plus beaucoup d'intérêt à aller aux États-Unis aujourd'hui. On a vendu pas mal aux US, à l'époque. Nous sommes aujourd'hui dans ce domaine-là, avec 2 spécificités fondamentales. La première, c'est une technologie R&D, 100% française, ça on y tient énormément. Et la deuxième, nous sommes une des grandes plateformes low code, no code, 100% open source, ce qui fait toute une grande différence, on le verra pourquoi après, donc ça c'est important. Nous sommes, bien sûr, intégrés, avec, des partenaires qui travaillent avec nous. Donc, d'ailleurs sur Toulouse Métropole, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Guti Labs, qui est très spécialiste de nos solutions. Mais nous avons des partenariats avec d'autres ESN, notamment CGI, essentiellement historiques, et Atos, avec qui on travaille aussi beaucoup, sur là-dessus, qui sont un peu certifiés sur nos technologies. Donc, nous sommes aujourd'hui, voilà, il est vrai, bon, que le contexte géopolitique, on va pas on va pas tricher, hein, il est vrai qu'il est très favorable pour des technologies comme les nôtres. Chaque fois que monsieur Trump dit une bêtise, ça nous amène des choses, chez nous. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et nous sommes donc sur une trajectoire de croissance, là-dessus, ouais, avec une, plateforme qui évolue énormément. L'IA a commencé à être intégrée dans la plateforme il y a plus de, disons, 2 ans, et on avance, encore plus. On va donc annoncer d'ailleurs bientôt la 8.5 de Convertigo avec, l'IA agentique entièrement intégrée dedans. Donc c'est des choses qui nous intéressent évidemment, pour la suite des événements, bien sûr. Merci Olivier pour la présentation rapide de Convertigo. Oui, effectivement, un contexte qui t'amène des leads tous les jours, une bêtise par jour. Pour rentrer dans le vif du sujet avec Jérôme Romani, de la métropole, chef du service du développement interne des applications DIA. Jérôme, première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le DIA déjà, même si c'est dans le nom, quelles sont ses missions, même si c'est dans le nom également, mais voilà, en termes d'organisation, de scope, et puis on est quand même dans un contexte de service public, en tout cas d'une métropole qui rend des services. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà, votre contexte? Bien sûr, bonjour, merci encore de l'invitation. Donc, je suis Jérôme Romani, je suis responsable du service développement interne des applications au sein de la direction transition numérique. Transition, donc c'est une DSI mutualisée avec la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Voilà. Donc, on travaille à la fois pour la ville-centre et donc aussi les services métropolitains. Toulouse Métropole, c'est une collectivité, donc c'est une métropole qui regroupe 37 communes, donc entre 800 000 et 900 000 habitants, une aire urbaine assez conséquente. Et la ville-centre, ville de Toulouse, atteint maintenant désormais plus de 500 000 habitants. Et donc, va devenir même, ou l'est devenue, on attend encore le prochain recensement, la 3e ville de France. Donc, à ce titre, il y a une aire urbaine assez conséquente à couvrir, avec beaucoup de métiers différents. Donc, le Toulouse Métropole et Ville de Toulouse, ça regroupe plus de 350 métiers. Et ces métiers ont besoin de plus en plus des goûts sortés, ce que j'essaie de dire à chaque fois à une personne qui intègre notre collectivité. Dès qu'elle sort de chez soi, elle a accès aux services publics, que ce soit la voirie, que ce soit la collecte des ordures, la police municipale, les écoles, etc. etc. Et de ce côté-là, donc, chaque métier a besoin de se doter de solutions numériques. Donc, le service DIA, donc je fait partie d'un pôle application plus général, où dedans il est structuré. Vous avez un service qui s'occupe plutôt de l'approvisionnement logiciel de solutions sur étagère, un autre service qui va plutôt faire la maintenance de ces applications qu'on a approvisionnées par des marchés et autres, et enfin mon service qui regroupe plus ou moins 3 piliers. Premier pilier, c'est tout ce qui est numérisation des démarches en ligne, tout ce qui est on va dire dématérialisation des guichets, de permettre à nos usagers de pouvoir faire leurs démarches sur leur canapé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, qui est un peu plus restreint, c'est la création de flux interapplicatifs, c'est-à-dire on essaie de communiquer 2 applications qui ne savent pas parler entre elles, et là, on va commencer à développer des interfaces
avec une expertise reconnue sur les ETL. Et enfin, le troisième qui nous concerne, c'est le développement d'applications internes. Jusqu'à présent, on avait une expertise sur du développement web dit classique, type LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, pour répondre à des contraintes, on va dire, des marchés de niche. Quand une solution logicielle n'était pas, comment dire, ne répondait pas à l'ensemble des besoins, on pouvait nous solliciter pour faire ponctuellement des petites applications. Donc, voilà. Le fait est qu'il y a à la fois l'expertise sur ce développement était restreint à des experts, on va dire, externes, des prestataires. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Voilà, à des stagiaires et à des apprentis. Donc, on avait du mal un peu à consolider tout ça. Donc, il y avait l'objectif de pouvoir un peu avoir une véritable équipe qui soit au même niveau que tout le monde pour pouvoir. Donc, on a commencé à faire ce benchmark en 2024 pour trouver vraiment, changer vraiment de stack technologique pour trouver une solution qui nous amène à la même efficience qu'on avait pour les démarches en ligne. Les démarches en ligne, on était parti sur une solution déjà no code, low code. Et par la suite, on voulait vraiment dupliquer un peu ce que l'on avait fait là-dessus. Donc, on a commencé à faire ce fameux benchmark où on a audité beaucoup de solutions no code, low code. On commençait un petit peu à prospecter. On a fait une grosse phase de sourcing à ce niveau-là. Et du coup, là, donc Convertigo en faisait partie, mais bien d'autres. On a aussi, depuis l'avènement du Covid, on a basculé sur Suite Collaboratif avec un gros éditeur, voilà, qui a un logo qui représente une fenêtre, si je puis me permettre. Et je ne sais pas de qui tu parles. Et donc, il y a des possibilités également qui étaient offertes là-dessus. Mais on est une collectivité territoriale. Je n'arrête pas aussi de le rappeler. On n'est pas une DSI. On n'a pas l'assise financière d'une DSI d'une société du CAC 40. Donc, voilà, il faut regarder aussi l'aspect financier. Ça, c'est 2024. Voilà, donc on essaie de prospecter pour vraiment remplacer et se professionnaliser là-dessus pour justement couvrir un ensemble de besoins. Arrive, juste une chose, voilà, arrive l'avènement, il est vraiment la déclencheur, c'est que vous l'avez encore dit, c'est 2024, début 2025, avec les élections américaines qui, depuis, ont engendré beaucoup de mouvements, de réflexions, notamment de changements de paradigme, de critères qui sont apparus en tête de gondole, notamment la souveraineté, la réversibilité, et ça a énormément changé notre façon de choisir, de sélectionner nos partenaires et nos solutions. Ouais. Merci pour l'explication du contexte. En préparant le webinaire, on va parler de beaucoup de choses et on va peut-être parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va essayer en tout cas, mais parler de multiplication des applications effectivement à maintenir, l'essor du Shadow IT, un projet aussi de migration vers un cloud public qui motivait voilà, ce projet, avec voilà, une dette technique qui était croissante. C'est quoi donc la jeunesse suite à ce 2025 voilà, la jeunesse de ce projet, plus particulièrement de cette étape-là, en tout cas cette étape suivante. Alors, comme tu l'as bien dit, voilà, il y avait aussi à rajouter tout ça, la dette technique, c'est-à-dire on fait des applications PHP, Linux, etc. Il faut chaque fois monter de version, des migrations techniques sur lesquelles les métiers ils subissent plus. Voilà, on va concentrer les ressources à faire ces migrations pour leur faire tester et ne leur apporter aucune nouvelle fonctionnalité. Donc déjà, il y avait ça bien qui impactait notre fonctionnement. Par la suite, on avait la possibilité également de pouvoir soit sous-traiter, mais la volonté vraiment, c'était de se réapproprier en fait le développement en interne, d'internaliser et donc de faire de moins en moins s'appelle à la prestation. On voit que c'est un coût la prestation et on avait déjà mis en évidence le fait que d'internaliser nous permettait rapidement de répondre, d'être beaucoup plus réactif. Voilà. Du coup, à ce moment-là, on a commencé vraiment à faire ce sourcing. On a écarté les solutions hors UE de plus en plus.
Donc tout ce qui était solutions, même si c'est des solutions qui ont des fois pignon sur rue sur les réseaux sociaux, sur les YouTube et autres, avec beaucoup de solutions qui font beaucoup de marketing. Mais voilà, on avait trop cette dépendance, donc on a restreint cette partie. On allait partir à un moment donné directement via centrale d'achat, ce qu'on peut soustraire à la commande publique pour partir directement avec des solutions un peu premium. Donc on s'est basé aussi sur le Gartner. Donc le Gartner qui publie des rapports et qui met en évidence certaines solutions. On avait un peu ciblé ceci, on a commencé à solliciter des gros comptes, voilà, avec derrière des coûts, des budgets quand même qu'il fallait provisionner assez conséquents. Et de là, on a failli à un moment donné basculer, partir directement, sauf il y avait des coûts cachés. Les coûts cachés, c'était les intégrateurs. Voilà, on n'allait pas avoir affaire à l'éditeur, mais on allait avoir un intégrateur. Et l'intégrateur, lui, il se rétribue par le service qu'il offre, la formation où il fait à la place d'eux. On avait aussi fait des benchmarks avec d'autres administrations qui, elles, n'ont pas la capacité en interne de développer. Donc, délèguent ça, sous-traitent. Et ça, ce n'était pas du tout notre objectif. On voulait vraiment monter en compétence en interne. Voilà. Donc, du coup, on est passé par une phase de commande publique qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Et l'avènement de notre ami Donald a permis de réajuster nos critères de sélection. Voilà. Il faut savoir qu'aussi Toulouse Métropole, entre-temps, s'inscrit pleinement dans une trajectoire d'indépendance numérique européenne. Donc, il y a un plan, une sorte d'appel en fait avec plusieurs DSI de collectivités d'administration. Ce projet s'appelle Tiebreak. Donc c'est trajectoire d'indépendance numérique européenne. Donc on s'inscrit pleinement là-dedans pour voir un petit peu nos dépendances avec les applications, les briques, que ce soit technologique, l'infra, qui est hors UE, et pour essayer de le réduire le plus possible. Donc de là, on a lancé ce marché pour pouvoir justement sélectionner ensuite. Donc on est parti d'une vingtaine quand même de candidats au départ, et à la fin, il y avait 4 finalistes. Voilà. Et donc pour arriver à contractualiser ça avec Convertigo. Ça me fait le lien avec ma question suivante. Je suis désolé, j'ai été déconnecté, donc j'ai meublé. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Je sais que tu maîtrises ton cas, tu n'as pas besoin de moi. Non, là, si on entend bien aussi, il y a quand même une manière de retrouver des marges de manœuvre aussi pour moderniser son SI derrière en termes d'objectifs indirects, on va dire, ou par voie de conséquence. Excuse-moi, ça a coupé, pardon. Ça a coupé. Je te demandais si du coup c'était aussi une manière, parce que là on abordait la modernisation, on va rentrer dans le cœur du sujet, mais du coup c'était aussi une manière de retrouver des marges de manœuvre pour vous et pour moderniser un site qui est assez complexe. Voilà, nous on faisait face à plusieurs problématiques. C'était chaque métier, donc je rappelle, donc on a 250 métiers différents dans la collectivité. 250, voilà, c'est pas, on travaille pas que pour la santé, que pour la défense, que pour l'aéronautique. Voilà. On travaille vraiment avec différents métiers. Donc, c'était de pouvoir, pour chaque métier au sein de notre collectivité, qui nécessite des outils adaptés pour optimiser leur process. Et donc, déjà, ça engendre une multiplicité d'applicatifs à maintenir, à développer, et sur différentes briques. Donc, nous, c'est déjà de rationaliser cette partie. Après, la diminution aussi des ressources développeurs. Pour être attractif, la collectivité, voilà, on ne peut pas se mesurer à d'autres sociétés qui permettent de recruter des purs développeurs avec des salaires assez conséquents. Donc, cette approche low-code, no-code nous satisfaisait dans la mesure où, alors je ne sais plus, il faudra que je le cite a posteriori, mais il y avait des acteurs qui ont pignon sur rue sur le no-code qui avaient trouvé ce néologisme de product builder. Voilà. Product builder, c'est vraiment la symbiose entre le chef de projet et le développeur. Et nous, on avait ce genre de profil chez nous. Ce n'est pas des purs codeurs. Il y a des chefs de projet et qui veulent toujours le mettre les mains dans le cambouis et qui ont cette liberté de prototyper rapidement. Donc ça, on voulait retrouver cette possibilité pour rapidement montrer au métier, faire un POC, de manière à
à ce qu'on puisse à MVP pour pouvoir vraiment rapidement partir sur le bon rail. Donc, on travaille en mode agile, service développement, mais on n'est pas en mode classique cycle en V. On essaie de sortir de ça, justement. Et grâce à ce genre de stack technologique, on peut rapidement prototyper et travailler de concert avec les métiers. La dette technique, une grosse dette technique, on a des solutions qui sont sur récemment, on avait migré une solution qui était encore sur Access, qui avait migré depuis un petit peu pas très longtemps de serveur NT4. Enfin voilà, il y a des choses vraiment qui sont encore de la S400. Ouais, on n'en est pas là, non. Il y en a encore. Oui, c'est malheureusement une dette technique s'accumule. Et puis avec l'aspect aussi cybersécurité qui augmente pleinement. On est vraiment, vous voyez tous les jours des administrations, des sociétés privées aussi, mais des administrations publiques se faire siphonner leur data. Donc et de notre côté, il faut vraiment qu'on puisse. Il y a 250 métiers, mais presque, je dis, on est entre 300 et 400 applications métiers, donc, de notre côté, à maintenir. Donc voilà, c'est assez conséquent. Si on peut rationaliser, c'est encore mieux. Et après, il y a le Shadow IT. Effectivement, le Shadow IT, il n'y a pas de solution, on va dire, officielle. Pour l'instant, il n'y avait pas de solution officielle pour développer, malgré qu'il y ait des possibilités avec la suite collaborative de l'éditeur que j'ai cité un peu précédemment. Mais par contre, c'est des outils qui ne sont pas maintenus par la DSI. Et donc, c'est le métier qui se débrouille là-dessus. Malheureusement, quand il y a un départ, retraite, mutation et autres, derrière, le métier se retrouve pieds et poings liés avec cette solution qu'il ne maîtrise plus, et il fait appel à nous pour pouvoir essayer de l'épauler. Et là, c'est là où on repart dans les travers pour essayer de, tant bien que mal, de redévelopper quelque chose. Voilà. Et enfin, on a cette stratégie, effectivement, portée par notre directeur, c'est de pouvoir, en fait, on avait un data center assez qui devenait de plus en plus compliqué à maintenir, déjà dans des locaux exigus, mais pour lequel il y a une stratégie qui a été portée par lui pour migrer ses applications dans un cloud public. Et là, de la même manière, ce cloud public, il y avait différents fournisseurs. À un moment donné, dans le classement, il y avait 2 fournisseurs, on va dire, américains qui étaient en tête de gondole. Et depuis 2024-2025, on a réussi à intégrer d'autres fournisseurs et on a pu justement choisir enfin un fournisseur purement français, qui a des ramifications en Europe. Donc, on va pouvoir basculer petit à petit nos applications chez ce cloud provider. Merci pour toutes ces informations, c'est hyper complet. Je voulais revenir sur la partie modernisation. Tu parlais des critères un peu du processus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur la méthode, comment vous avez travaillé vraiment l'amont et puis est-ce qu'on peut parler finalement du coup de souveraineté by design dans ce contexte? Est-ce que vous utilisez cette... Alors, comment on a exercé? Alors, c'est vrai que pour l'instant, quand on fait un sourcing, on s'intéresse un peu au retour d'expérience. Donc, on va à la fois regarder un petit peu ce que font avec les centrales d'achat, avec nos partenaires déjà à distance qui existent, mais également on a aussi un réseau, on a différents réseaux en fait avec d'autres DSI de France et de Navarre qui nous permet ce réseau de pouvoir avoir ces retours d'expérience. Donc on a dans la région, il y a eu quelques expérimentations de notre côté, sur la région, au département, mais également ailleurs aussi. On avait nos propres solutions internes, on les a challengées pour voir si elles pouvaient répondre à notre besoin. Et ensuite, on a lancé aussi un POC, en fait. On a ciblé 2 sociétés, donc Convertigo faisait partie, avec un objectif de répondre à 3 thématiques, à 3 solutions. La première, c'était de pouvoir développer, on avait une application PHP existante, avec système de CRUD, create, read, update, delete, avec des interfaces classiques, des écrans, et voir s'ils étaient en capacité de le développer, de redévelopper, que ce soit en front, mais pas aussi finement, mais vraiment déjà une brille de base. Donc ça, c'était la première thématique. Alors, les challenger sur cette partie-là.
La deuxième, c'était une application un peu plus technique. La mairie de Toulouse gère les élections. On n'est pas en arrondissement, donc du coup, il y a entre 250, je crois, 260 bureaux de vote. Et dans ces bureaux de vote, il faut des listes électorales. C'est le listing que vous avez quand vous voulez voter pour savoir si vous êtes bien inscrit. Donc ça, il faut les générer. On part de toute la base des électeurs de la ville et générer après Donc ça, on avait un générateur qui était poussif et on a voulu challenger également nos éditeurs, donc plutôt de la génération en masse de documents, de listing PDF, etc. Je me souviens plus. Ouais, voilà. Et enfin, la troisième, pour couvrir, justement, parce que jusqu'à présent, on parle d'applications de gestion interne. Alors, il y a des actions internes à la métropole, mais également, je vous le disais précédemment, nous, on s'ouvre aussi aux usagers directement. Les démarches en ligne, c'est pour les usagers et les citoyens. On le fait maintenant aussi, on arrive à couvrir même des besoins que ne sont pas pourvus des applications internes de RH, par exemple, pour faire des applications de numérisation de démarches internes, parce que il faut attendre le lot 8, 9, 10 avant que la solution arrive de l'éditeur, le temps de tester. Et nous, on est en capacité en interne avec notre autre plateforme qui s'appelle Public, de la scope entrouvert, de pouvoir faire cette partie-là sur des marches en ligne. Et donc, par contre, l'objectif, il était aussi de développer des applications mobiles citoyennes. Et là-dessus, on a challengé, on avait une vieille application qui devenait obsolète, qui s'appelle l'application Allo Toulouse, qui permet de faire du signalement d'anomalies sur l'espace public, ou de pouvoir s'authentifier aussi avec son compte usager. Et donc là, on a également cette troisième, on va dire, brique fonctionnelle, la capacité de l'éditeur à développer des applications mobiles. Ça permet de couvrir un peu l'ensemble de tous les besoins qu'on pourrait nous soumettre. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a challengé nos 4-5 éditeurs, qui nous a permis après de voir que si les fonctionnalités, les possibilités qui étaient offertes par eux, et donc de vraiment, au-delà de l'aspect après qui s'est rajouté, des critères de souveraineté et de réversibilité qui étaient prépondérants, c'est après mes collaborateurs ont œuvré vraiment pour disséquer un petit peu ces solutions et voir si elles répondaient à l'ensemble de ces besoins. Donc un challenge, voilà, on a demandé à ces éditeurs de nous faire un POC, donc un retour sur ces 3 possibilités concrètement, c'est-à-dire de faire une démonstration. On a parlé de beaucoup d'axes ou de piliers. Je vois le temps qui passe. Donc on a parlé de réversibilité, effectivement de l'agilité que ça permet, évidemment de faire soi-même, de moderniser tous ces services aux citoyens, pas que, aussi en interne, de sécurité. Mais voilà, comment se passe un peu le phasage, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les joies de la commande publique font que il faut respecter des délais réglementaires avant de pouvoir commencer à travailler avec notre partenaire. Donc, depuis le 1er avril, c'était pas un poisson, on a commencé la collaboration avec Convertigo et Gutilab, qui donc une ESN un peu plus de proximité. Et c'est pour ça que j'allais dire, l'ESN, c'est pas gros compte, proximité, qui nous accompagne justement sur la partie, alors Gutilab plutôt sur la partie organisationnelle, gestion de projet, mettre un peu le pied à l'étrier aussi sur le chiffrage, voilà, parce que c'est vrai qu'autant on maîtrise un petit peu le chiffrage de spécifications fonctionnelles détaillées avec d'autres technologies, mais là voilà, nous pouvons nous guider là-dessus. Donc on a travaillé ça, et après aussi en parallèle avec Convertigo, c'était une formation intensive de tout l'ensemble de mes collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'était le courant du mois de mai. De là, on est parti aussi à cibler une première application métier à développer. On avait fait arbitrer. Il faut savoir que on est en pleine réorganisation aussi, le fonctionnement. On travaille à la métropole avec les directions métiers, mais qui possèdent des services de proximité qui leur permettent d'informatique, donc on les appelle les services opérationnels numériques, qui vont un peu faire le lien entre le métier et la DSI. Et 250 métiers, hein, c'est ça C'est ça, 250 métiers. Donc voilà, et de regrouper dans des directions, les directions dans des directions générales. Voilà, donc il faut quand même
pouvoir affiner le besoin. Donc, on travaille avec eux pour qu'ils recensent donc, leurs besoins d'approvisionnement de leurs solutions ou de développement. Et effectivement, aussi au regard des capacités financières de la collectivité. Il s'avère qu'à un moment donné, on peut avoir des baisses de dotation, des baisses de recettes et autres. Donc, malheureusement, pour les métiers, on ne peut plus approvisionner la solution qu'ils ont vue sur étagère, qu'ils ont vue avec un éditeur, parce que c'est trop coûteux. Donc, de là, on arbitre un petit peu les projets, on est en cours d'arbitrage. Et on avait ciblé 3 applications métiers qu'on pourrait nous confier à développer avec Convertigo. Il y en a une qui a été choisie, ce qui concerne la direction de l'éducation. C'est pour préparer des conseils des écoles. Voilà, les conseils des écoles, ça nécessite un travail avec avec les agents, bien sûr, de l'éducation, mais également avec l'élu, avec les partenaires extérieurs, les parents d'élèves, etc. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Donc, il y a une équipe qui travaille sur cette application et une autre équipe qui travaille plutôt sur ce qu'on appelle une application blanche qui va nous permettre de prototyper, de monter en compétences et de faire un démonstrateur pour les futurs métiers qui vont nous solliciter pour dire voilà notre capacité à développer avec Convertigo. Elle est là, voici un peu le type d'application. Et derrière, déjà, ça tape à la porte pour pouvoir développer d'autres applications. J'ai plusieurs sollicitations en ce sens. Donc là, par contre, il nous manque des ressources maintenant pour combler. Et d'ailleurs, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai déjà un jury de recrutement. On recherche un développeur low-code. Pour la petite histoire, hein, ça, je n'en ai pas parlé. J'ai lancé sur demande de recrutement. Moi, j'avais 2 sons de cloche. Je me dis, ah, mais non, low-code, personne ne va vouloir postuler. On ne recherche plus des codeurs. Voilà. J'ai plus de 80 candidats là, à analyser. Là, j'ai restreint le jury, mais voilà. Et malgré qu'on ait quand même expliqué ce que c'était le low-code, ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est intéressant. Donc, oui, mon service a vocation à récupérer pas mal de développement. Et donc, il faut Oui, ça, mot dernier, ça redonne du sens. Voilà, le levier de recrutement aussi. Voilà, de ne pas s'enfermer après sur des solutions. On a moins Oui. parlé d'une dimension qui est la dimension aussi open source, qui est un élément souvent important en termes de souveraineté, en tout cas de maîtrise des dépendances, de flexibilité, de plein de choses. Voilà. En quoi l'open source, voilà, c'est un levier de maîtrise là dans le cadre de ce projet. Est-ce que c'est une dimension particulièrement importante et puis de ce projet-là en particulier? Je veux dire, en tant que manager, en tant que responsable, voilà, il n'y a pas de paroisse. Il faut qu'une solution elle puisse répondre aux besoins. Voilà. Ça, c'est l'aspect. Par contre, en tant qu'ancien développeur, et puis tous mes collaborateurs aussi sont aussi ces profils, c'est vrai qu'on a une appétence sur cette partie-là. Il ne faut pas se cacher sur open source, mais attention, il y a open source et open source. Et c'est là-dessus où on voulait, certaines solutions qu'on avait auditées, nous attester qu'elles pouvaient générer en fait, on pouvait partir sur le low-code, mais ensuite, si on voulait la réversibilité, elles allaient générer du code, difficilement après, derrière, à exploiter. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a vraiment analysé cet aspect-là. Comme je dis, sur l'autre thématique, l'autre pivot sur les démarches en ligne, ça fonctionnait très bien. On est sur l'open source, même si c'est géré, c'est infogéré par un intégrateur. On a accès aux sources, on a accès à nos données, et du jour au lendemain, je peux récupérer tous mes billes et refaire fonctionner la plateforme et l'application et les démarches en ligne. Là, on voulait vraiment faire de même sur la partie pour éviter justement cette dépendance. Et voilà. Donc petit à petit, l'open source, c'est cyclique. Hein. Il y a des fois, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la collectivité. J'ai commencé à travailler aussi sur des sites internet, intranet, voilà, et les premières solutions qu'on nous orientait, c'était aussi de l'open source. Je me souviens, voilà, l'État qui aussi militait. Des fois, l'État, par exemple, nous avait aussi orienté sur des solutions PHP, des frameworks open source. Donc, ça a toujours été dans notre ADN. Ça, c'est pour le développement. Après, là, j'ai vu une question, là, par exemple, sur l'indépendance numérique de la métropole.
dans l'environnement Windows. Compris, vas-y, je te l'avais pas mentionné, mais si tu la vois. Ouais, je l'ai vu. Non, mais c'est normal, oui, oui, tout à fait. Alors, principalement, nos environnements, alors, poste de travail, oui, c'est du Microsoft, pas que. Il y a du Mac hein, pour certains métiers qui ont besoin de faire de la PAO et pas la PAO, du CAO, enfin, tout ce qui est des dessins, tout ce qui est communication, etc. Mais se pose la question, effectivement, de commencer à, pourquoi pas, à bifurquer, à faire, ouais, parce que c'est un coût, on le voit hein, de plus en plus, l'approvisionnement matériel. Donc ça part, il y a l'aspect matériel, poste de travail. Les serveurs, non, les serveurs, on essaie de limiter. On a beaucoup de serveurs Linux. Et là-dessus, voilà, tout ce qui est solution de low-code également, voilà, on va essayer de respecter cette partie-là, de se limiter, de s'enfermer vraiment dans des solutions purement propriétaires. Merci pour la réponse, JMB. J'espère qu'elle vous convient. Si vous voulez la creuser, vous pouvez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre vos questions, effectivement, soit dans le chat, mais il y a aussi l'onglet questions-réponses. On va arriver tout doucement vers nos 10 dernières minutes qu'on va essayer de dédier à vos questions. On a parlé un petit peu d'IA. C'est quoi votre position sur la question de la souveraineté des modèles d'IA? C'était un élément là, un critère aussi dans ce projet, dans la sélection par rapport à la solution de Convertigo, mais aussi au processus de benchmark? Alors l'IA, oui, tout à fait. Bon, l'IA, bien sûr, c'est vraiment une révolution. Hein, on le sent venir. Voilà, même si, pareil, deux sons de cloche. Il y en a qui restent en attente pour voir si c'est pas qu'une bulle et que ça va à un moment donné. Mais bon, c'était vraiment une révolution qui, effectivement, nécessite quand même un cadre bien défini aussi. Il y a IA et IA. Au niveau de la collectivité, on va expérimenter certaines choses. Alors déjà, il y a mais toujours avec vraiment en s'assurant que nos données, parce que les données, nos données de la collectivité, mais surtout nos usagers, citoyens, soient vraiment cadrés, consolidés, cloisonnés, et pour éviter, voilà. Donc il y a cette partie-là qui nous interpelle. Il y a les coûts. On voit vraiment des coûts de s'enfermer dans des solutions et du jour au lendemain, on change la tarification. Voilà, on ne veut pas être enfermé là-dessus. Donc, on est plutôt dans une phase de consolidation. Alors, déjà, jusqu'où on veut, on va faire des cas d'usage et voir si on est en mesure aussi de pouvoir être autonome. Indépendant, c'est un peu difficile, mais moins autonome sur certaines solutions. Voir avec notre fameux fournisseur, notre nouveau provider en cloud public, si on est en capacité d'avoir des services en ce sens, d'y souscrire et voir les cas d'usage. Après, les solutions telles que Convertigo vont intégrer l'IA, utilisent l'IA, donc ça aussi, il faut qu'on voit ensemble la meilleure façon de soit d'utiliser ce qu'ils préconisent, ou alors de se doter, nous, notre propre... Voilà. Mais c'est un coût. Comme je vous l'ai dit, je rappelle, c'est un coût financier assez conséquent. On voit un petit peu des fois des annonces de part et d'autre. Donc, on est un peu, pour l'instant, en phase exploratoire. Olivier, j'ai une petite question pour toi. Tout à l'heure, avec ma coupure, je ne te l'avais pas posée. Là, j'en ai une. Comment vous vivez ce projet côté Convertigo? C'est quoi les conditions de réussite avec la vision éditeur? Alors, on le vit bien, c'est déjà bien. Non, en gros, c'est vrai qu'on a une habitude des projets un peu ambitieux de grands comptes. Donc, il est vrai que Toulouse, c'est quand même un gros compte. C'est une belle, quand même, un beau challenge. Je veux dire, le 350 métiers, 900 000 habitants. Enfin, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment très gros. On a eu des comptes un peu complexes à gérer aussi, genre URSSAF par exemple, qui est un de nos grands clients, ou SNCF qui travaille avec nous aussi. Mais là, au niveau nombre de métiers, ça dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr. Donc pour nous, le challenge, c'est ça. Et puis après, le succès, c'est l'accompagnement. Ça, c'est très important. Donc dès le début, on a vu qu'il fallait travailler avec un intégrateur. Donc ça, c'est un point important. Cela étant dit, l'intégrateur peut faire beaucoup de choses, mais sur la plateforme pure, nous sommes derrière. Il faut qu'on soit derrière.
Et c'est un sujet vraiment qui nous intéresse. On essaie d'avoir la réactivité maximale sur toutes les questions qu'on puisse avoir. Voilà, c'est un point sur lequel d'ailleurs qui a fait notre succès sur beaucoup de comptes. Des éditeurs proches peut être beaucoup plus réactif que des GAFAM, ça c'est évident. Et donc là, les développeurs de la plateforme sont à côté, on peut réfléchir, on parle la même langue, on n'est pas obligé de traduire dans un anglais qui n'est pas exactement le même anglais que le tien. Vous voyez, il y a des anglais différents. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'anglais toulousain, tu veux dire? Non, l'anglais sri-lankais, c'est pas le même. Et surtout, les évolutions de plateforme, ça c'est très important. La plateforme évolue en fonction de nos clients. Ça, c'est très, très important. Beaucoup de choses dans cette plateforme viennent finalement de suggestions, de besoins clients. Et ça, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est primordial. Hein. Vous voyez, voilà. Hein. Donc, Jérôme, ce que tu vois dans la plateforme, c'est des clients d'avant qui finalement nous ont beaucoup orientés sur ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, et nous, on s'inscrit là-dessus sur un partenariat gagnant-gagnant. On va amener des choses aussi à l'éditeur. Et lui aussi également va pouvoir nous apporter justement intégrer ces nouvelles fonctionnalités basées IA ou pas IA. Voilà. Attention, tu me posais la question sur l'IA. Peut-être certains vont se poser pourquoi vous ne faites pas du vibe coding, etc. Et certains le demanderaient. Voilà. Donc derrière, ça nécessite quand même, moi pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'application en prod officialisée. Je parle dans les administrations, développer vibe coding, etc. Soit c'est bricolé dans son garage, dans son chambre, faire du. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je me dis, on est plutôt en attente de voir s'il y a des choses et des modèles d'IA qui vont pouvoir être compatibles à ce qu'en ferait une administration publique. Donc il y a déjà des expérimentations au niveau national, Latinum en tête, met en place des choses. Donc voilà, on va voir un peu, s'inspirer un peu de ce que font aussi d'autres administrations. Mais pour l'instant, on l'a bien vu. Et c'est pour ça que des solutions un type Convertigo ou d'autres, où les composants sont déjà éprouvés, les composants déjà développés sont déjà testés, qualifiés et autres. Nous, si l'IA peut nous aider à accélérer la mise en forme, c'est pas plus mal. Mais redévelopper from scratch, et ou nous aider à diagnostiquer, ok. Mais pour l'instant, le vibe coding, c'est pas encore ce qui sera prégnant dans notre collectivité. Vas-y Olivier, si tu veux ajouter quelque chose après. Donc ce que vient de dire Jérôme est très important. C'est vraiment la vision que nous prenons aujourd'hui là-dessus. Le vibe coding, c'est sûr, c'est extraordinaire. J'ai redéveloppé mon SaaS en 3 jours. Voilà, donc ça, on va vu tout ça sur les réseaux sociaux, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a vraiment en prod aujourd'hui dans une démarche d'une collectivité comme Toulouse? C'est un peu plus délicat. C'est pour ça que nous nous inscrivons dans le concept qu'on appelle, nous, le vibe coding gouverné, le governed vibe coding, en fait. C'est-à-dire, oui, du vibe coding, mais pas générer des centaines de milliers de lignes complètement non maintenables, avec des architectures bizarres, avec des trous de sécurité qu'on ne sait pas où ils sont, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment, exactement comme l'a dit Jérôme, utiliser en fait l'IA pour assembler tous les blocs du low-code qui sont déjà, bien sûr, eux, entièrement éprouvés, audités, gouvernés, et avec tous les problèmes de, en gros, prolifération du shadow IT, parce que on a vu tout à l'heure, le shadow IT, c'est ce qu'on veut pas, d'accord? Et donc, justement, si on permet tout le monde de vibe-coder, ça va pas du tout comme ça. Il faut que la plateforme gouverne tout ça, et c'est bien sur ça qu'on s'inscrit chez Convertigo. Votre échange, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, je parlais de donner sa place aussi aux alternatives, aux éditeurs qu'on a ici en France et puis en Europe. Et c'est effectivement, on a besoin de leur donner aussi leur chance pour améliorer leurs produits et puis pour montrer que ça fonctionne, que c'est sérieux et qu'on a, on a des solutions. Nous aussi, de ce côté de l'Atlantique, je trouve que du coup, votre échange était intéressant là-dessus, même si c'est aussi, bien sûr, renforcer un produit, une offre passe toujours par la collaboration, évidemment, avec les clients, mais je trouve que encore plus dans nos sujets de souveraineté, où parfois on manque d'alternatives, en tout cas sur certaines briques applicatives. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, parce qu'on est dans les 10 dernières minutes, où j'ai quelques questions un petit peu plus d'ouverture, mais si vous souhaitez avoir peut-être une question, un retour en particulier de Jérôme même sur des questions très techniques, n'hésitez pas. Je n'y répondrai pas, mais je les transmettrai à Jérôme. Peut-être question pour vous deux, Jérôme.
toi d'abord, si on doit retenir 3-4 choses qu'on doit peut-être mettre en place, même si c'est tirer le bilan sur un projet qui est en cours de déploiement, c'est jamais évident, mais si on en vient peut-être, qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on doit, selon toi, prendre en compte quand on mène un tel projet de modernisation et de se doter d'une plateforme low-code en particulier? Alors, déjà, il faut faire. C'est pas une solution que j'ai choisie, que j'ai sélectionnée. C'est une solution, déjà, je remercie ma collaboratrice, que je vais citer, Jenny Durieux de Madron, qui est une experte technique là-dessus, qui a piloté ce marché d'acquisition. Donc, l'objectif qu'on avait, c'était d'embarquer tout le monde. Il y avait des réfractaires parce qu'ils développaient principalement avec une ancienne stack, et il y avait des personnes qui ne développaient pas du tout, qui étaient sur d'autres sujets, sur d'autres projets. Donc c'était vraiment d'embarquer, si vous avez vos collaborateurs, vous avez ciblé, vous avez déjà monté votre équipe, c'est de les embarquer dans le choix, la sélection, le challenge des éditeurs en question. Ça, c'est primordial. Voir ce qu'ils puissent participer, leur laisser du temps à d'époque, à des démonstrations, ou alors ces éditeurs peuvent permettre de faire ce qu'ils appelaient des sessions pendant une demi-journée ou autre, de se connecter, de suivre un tutoriel, et voir les possibilités. Ça a été déterminant aussi dans la sélection que l'on a eue, parce que c'est ces personnes-là qui vont être au quotidien avec l'outil, et je souhaitais qu'elles le choisissent. Alors, ça, c'était vraiment primordial. Et en plus de ça, ils ont la connaissance et travaillent déjà avec des métiers qui sont des fois exigeants sur certaines choses, et voir si toutes les fonctionnalités couvertes par cette solution pouvaient y répondre. Et bien entendu, savoir de regarder au-delà de l'assise financière et autres de la société, peu importe, c'est derrière si elle évolue quand même au fil du temps. Elle ne reste pas enfermée. On était au départ, on avait cette notion de no-code. No-code, on a eu beaucoup d'éditeurs, avec des bons, même des Français, qui nous ont proposé leurs solutions, mais qui sont plutôt restreints. Nous, on voulait vraiment pouvoir mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, dès qu'on est enfermé, pouvoir aller un peu plus dans le code éventuellement, ou alors via API interconnecté, comme je dis, on a la possibilité, nous, de faire du flux interapplicatif, donc de récupérer des données de l'application, de l'envoyer ailleurs, ou au contraire de l'injecter de différentes manières. Voilà. Donc, on voulait des applications interopérables. Et donc de pouvoir couvrir un ensemble de besoins après, comme je vous les ai cités précédemment, que ce soit l'application de gestion desktop, que ce soit l'outil de générateur de fichiers, ou de faire de l'automatisation, et également de l'appli mobile citoyenne si besoin est. On a une question complémentaire du coup que tu vois peut-être dans le chat. Je vais peut-être lui laisser la priorité si tu veux y répondre. Elle est en 3 points, sur l'ordre de grandeur, 2 sur comment vous avez travaillé, cadré d'un point de vue LCNC avec votre DSI, et puis la troisième, je pense que tu peux la lire et la voir, comment on assure ou quel processus vous surveillez pour la sécurité. Est-ce que tu as des réponses? L'ordre de grandeur du périmètre applicatif de la métropole de Toulouse, qui outille donc les processus et pratiques des 300 métiers. L'ordre de grandeur du périmètre applicatif. Je le dis, c'est vrai, on a 300. Je disais presque qu'on a une application par métier, mais c'est presque ça. On a entre 300 et 400 applications de gestion qui sont maintenues par la DTN, sans compter le Shadow IT, pour certains se développent peut-être de leur côté. Mais justement, on est en train de reprendre là-dessus le sujet. Il y a des grosses applications de gestion qui sont intangibles, tout ce qui est génération, tout ce qui est application RH, tout ce qui est application finance. Il y a des grosses applications qui sont vraiment difficiles à changer, où il faut vraiment une grosse rupture. Et d'autres, au contraire, c'est au gré des marchés. Donc, on passe des marchés, et donc il y a des coûts de fonctionnement qui sont assez des fois conséquents, et on est en train justement d'auditer en fait ces solutions qui nous coûtent beaucoup pour des fois peu. J'ai dans l'idée une solution, une appli mobile qui affiche le menu des cantines et qui a un coût indécent de fonctionnement pour juste afficher les menus cantines. Et donc là, c'est le genre de challenge qu'on peut justement
qu'on peut essayer de relever pour démontrer, regardez, on est en capacité de développer pour moindre coût, et ce coût mineur, tiens, pourquoi pas le prendre au lieu de mettre un coût à 6 chiffres par an, je peux recruter et internaliser des compétences en interne pour faire encore plus d'applications. Voilà notre paradigme avec le directeur sur cet aspect-là. Comment avez-vous travaillé et cadré ce projet de plateforme avec votre DSI, car peut-être considéré comme la porte ouverte à une nouvelle forme de shadow IT? C'est le DSI qui, dans sa stratégie, en fait, le DSI Thierry Courset, on va le nommer, avait souhaité mise en place aussi de ce projet low-code, de rationaliser, d'éviter de pouvoir être... alors lui, son objectif, c'est bien sûr de répondre rapidement à des besoins, mais c'est aussi de rationaliser un peu tout ça. Donc, il avait initié ce sujet, en plus du passage au cloud, de remettre en place une ITSM. Voilà, il y avait des sujets de transformation interne à la DSI, et donc c'est lui qui a été sponsor sur ce sujet. Donc on avait sponsor du directeur. Troisième, comment assurez-vous quel processus pour surveiller la sécurité IT des devs produits via la plateforme low-code par des utilisateurs métiers et un peu pas. Alors voilà. Alors, pour l'instant, les utilisateurs, les développeurs, c'est que mes collaborateurs. On ne va pas l'ouvrir en développement aux autres directions métiers. Les métiers nous font une expression de besoin. On développe avec eux. Enfin, on développe. On les associe dans des ateliers participatifs de co-construction, mais eux ne vont que être utilisateurs des applications. On n'a pas vocation à ce qu'ils deviennent des développeurs. S'ils veulent les développer, ils viennent chez moi. S'ils veulent, pour l'instant. Voilà. Après, on va voir. Mais après, Olivier, je te laisse. Peut-être juste parce qu'on n'a pas ouvert, vous n'avez pas encore ouvert la partie no-code de Convertigo, justement. La première année, moi, justement, on a commencé, je dis depuis le 1er avril. La première année, c'est vraiment monter en compétence de mes collaborateurs sur Convertigo. C'est vraiment leur laisser les moyens de pouvoir être aussi de monter en compétence. Voilà, la solution est quand même vaste, ample, et donc du coup, il faut leur laisser du temps de monter en compétence. Ce n'est qu'une fois qu'on sera rodé, qu'on pourra être devenu des experts, qu'on pourra essayer d'étudier la partie no-code que propose Convertigo, qui, elle, pourrait être proposée à nos collègues du métier. On arrive au bout du temps qui était imparti. Si vous avez une question, n'hésitez pas, on va la traiter. Du coup, Jérôme, j'entends qu'on devra faire un autre webinaire, n'est-ce pas, quand on aura ce retour d'expérience sur la partie no-code. Oui, après. Blague à part, Olivier, j'ai peut-être dernière question pour toi. Justement, tu suis ce marché depuis quand même quelques temps. Convertigo existe depuis 2013, je crois, tu le disais. Comment tu vois les choses évoluer et qu'est-ce qui manque selon toi? Je ne reviens pas à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je vais spoiler ma question, mais ce qui manque pour toi pour faire décoller les solutions françaises, plus généralement européennes? Ce qui va évoluer, c'est bien sûr, là, sans aucun doute, l'intégration encore beaucoup plus forte de l'IA dans tout ça. Donc ça, c'est évident. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vibe coding n'est pas c'est bien un but, c'est bien comme ça qu'il faut le faire, sauf qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Et des plateformes... Nous, Convertigo, c'est la plateforme de vibe coding entreprise. C'est très simple, parce qu'on peut combiner les technologies low-code et no-code et l'IA. Donc ça, c'est un point. Donc c'est ça les évolutions. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire décoller ces plateformes? Alors, c'est très clair. Un éditeur américain met 40% de son budget dans le marketing. C'est très simple. Un éditeur européen met 5 à 6% de son budget dans le marketing. Donc, pourquoi? Parce qu'on privilégie plus le produit, on privilégie la qualité de l'accompagnement, on privilégie le fonctionnel. Mais évidemment, on n'imprime pas les t-shirts et avant que le produit soit fini. Et c'est ça un peu la différence. Et donc, vraiment, ce qui nous manque, c'est la visibilité, c'est évident. Et donc, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Et aujourd'hui, donc quand les éditeurs auront une visibilité qui commence à venir, on va effectivement être très, très visible, non seulement en Europe, mais dans d'autres pays, d'autres régions du monde. Nous pensons qu'on a beaucoup de choses à dire, notamment dans pas mal de régions du monde anti-américaines, on va dire très gentiment comme ça les choses.
Merci Olivier. Jérôme, je vais vous laisser dire le dernier mot. On est pile 13h30, je ne vois pas d'autres questions, mais elles peuvent venir aussi par la suite. N'hésitez pas, si elles vous viennent, vous nous contactez et puis on transmettra. Un mot qui résume, Jérôme, selon toi, on sera dans 5 ans en matière d'autonomie stratégique ou de maîtrise des dépenses. Alors, où vous serez la métropole en tout cas? Alors nous, j'espère qu'on aura rationalisé des applications aussi en développement. On sera devenir expert bien sûr en internalisant, en réduisant les coûts de fonctionnement, mais surtout essayer de rester, parce qu'on a un parc applicatif assez conséquent, mais des fois on n'utilise même pas un tiers des solutions. Des fonctionnalités des solutions éditeurs. Donc là, il y a vraiment un travail aussi d'urbanisation à faire, et grâce à ce projet, ça permettra de répondre à un éventail de besoins, donc de ce parc applicatif, le restreindre, pour pouvoir amener des briques transverses. Aussi, on a ce challenge, au-delà je ne vais pas faire une brique de notification, par exemple, ou je ne vais pas multiplier, en fait, c'est par application, je veux vraiment des composants transverses homogènes. Donc, ça me permet de réduire cette charge, et surtout de diminuer la charge de maintenance. Si je fais moins de maintenance, si je produis des applications de qualité, si elles sont bien testées en amont, je peux faire beaucoup plus de projets. Et donc, mon objectif, il est vraiment de rationaliser tout ça, et après d'amener aussi quand même des applications modernes auprès de nos usagers agents ou citoyens. Mais également, j'aspire aussi que mes collaborateurs s'épanouissent aussi dans leur quotidien, et je challengerai bien sûr Olivier et Convertigo en ce sens, pour qu'ils puissent à la fois mener une solution ergonomique où les agents ont plaisir à développer au quotidien avec. Merci beaucoup pour cette conclusion. Il est 13h32, donc je vais remercier tous nos auditeurs, toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Jérôme, un grand merci de nous avoir livré toutes ces informations. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Je pense que c'est la bonne manière aussi de valoriser ce qui est fait, ce que vous faites bien évidemment, mais ce que font aussi des éditeurs. Donc un grand merci. On est preneurs, nous, côté Alliancy, de vos feedbacks aussi, si vous êtes dans l'audience. Merci Alliancy d'avoir organisé tout ça déjà. Oui, merci à Alliancy, merci à Alan et Audrey. Et avec plaisir. N'hésitez pas, vous pourrez répondre en off à toutes sollicitations si besoin. S'il faut qu'on réponde, on sera. Avec plaisir. Et puis s'il y a des feedbacks côté audience sur la profondeur, la forme, n'hésitez pas. C'est aussi une manière d'améliorer ce qu'on vous apporte et les éclairages qu'on vous apportera par d'autres webinaires ou d'autres moyens. Merci beaucoup.